Le lendemain, un peu avant déjeuner, le général appela Madame Papovski dans le salon. Elle arriva, inquiète de la convocation, et trouva son oncle assis dans son fauteuil. Il lui fit un salut majestueux de la main. « Asseyez-vous, Maria Petrovna, et écoutez-moi. Vous êtes venue à Gromiline pour vous faire donner une partie de ma fortune. Vous avez faim la pauvreté, tandis que je vous sais riche. Silence, je vous prie, n'interrompez pas. Je ne tiens pas à ma fortune, je vous fais volontiers l'abandon de Gromiline et des biens que vous convoitez et que je possède en Russie. Au lieu de vous en laisser la gestion pendant mon absence, je vous les donne et je ne garde que mes capitaux pour vivre dans l'aisance avec votre sœur et ses enfants que vous détestez, que j'aime et qui ne songent pas, en m'aimant, aux avantages que je peux leur faire. » Après leur avoir fait ses adieux, il monta dans sa berline avec sa nièce, Natacha et Monsieur Jackson. Dans une seconde berline se placèrent Madame d'Erigny, Alexandre, Michel, qui avaient demandé avec insistance d'être dans la même voiture que Jacques et Paul. Sur le siège de la première voiture était un feltiègre, agent de police qui accompagne les voyageurs de distinction à leur demande, pour leur faire donner sur la route les chevaux, les logements et ce dont ils ont besoin. Et un cocher, sur celui de la seconde était d'Erigny. Les poches des voitures et des sièges étaient garnies de provisions, précaution nécessaire en Russie. Voyant qu'elle se taisait, il se leva et voulut sortir. « Mon oncle, dit-elle d'une voix étranglée. » Le général s'arrêta et se retourna. « Mon oncle, je ne sais, comment vous remercier. » Le général ouvrit la porte, sortit et la referma avec violence. Il passa dans la salle à manger, où l'attendaient, d'après ses ordres, Madame Dabrovine, ses enfants, Roman et les enfants Papovski. « Déjeunons, dit-il avec calme en se mettant à table. Ici, Natacha, à ma gauche. Natacha. Mais, mon oncle, ma tante, c'est sa place. Le général, souriant. Ta tante est au salon, en train de digérer sa nouvelle fortune, assaisonnée de quelques vérités dures à avaler. Natacha ne comprenait pas et regardait d'un air étonné son oncle, sa mère et Roman, qui riaient tous les trois. Dans 15 jours tu sauras tout, mon enfant. Mange ton déjeuner et ne t'inquiète pas des absents. Natacha suivit gaiement le conseil de son oncle, et l'entendit avec bonheur annoncer leur départ à tous ces gens. La veille du départ, le général remit à Madame Papovski, sans lui parler, un portefeuille, plein des papiers qu'il lui avait annoncés. Elle le reçut en silence et s'éloigna avec sa proie. On devait partir à 9 heures du matin. Le général, pour éviter les adieux des Papovski, leur avait fait dire qu'il partait à midi après déjeuner. Avant de monter en voiture, le général rassembla tous ces gens, leur annonça qu'il leur avait donné à tous leur liberté, et il remit à chacun 500 roubles en assignats. La joie de ces pauvres gens récompensa largement le général de cet acte d'humanité et de générosité. Après leur avoir fait ses adieux, il monta dans sa berline avec sa nièce, Natacha et Monsieur Jackson. Dans une seconde berline se placèrent Madame d'Erigny, Alexandre, Michel, qui avaient demandé avec insistance d'être dans la même voiture que Jacques et Paul. Sur le siège de la première voiture était un feltiègre, espèce d'agent de police qui accompagne les voyageurs de distinction à leur demande, pour leur faire donner sur la route les chevaux, les logements et ce dont ils ont besoin. Et un cocher, sur celui de la seconde était d'Erigny. Les poches des voitures et des sièges étaient garnies de provisions, précaution nécessaire en Russie. Le départ fut grave, le général éprouvait de la tristesse en quittant pour toujours ses terres et son pays, le même sentiment dominait Madame Dabrovine, le souvenir de son mari lui revenait plus poignant que jamais. Natacha regardait sa mère et souffrait de ce chagrin dont elle devinait si bien la cause. Roman tremblait d'être reconnu avant de passer la frontière, et de devenir ainsi une cause de malheur et de ruine pour ses amis. Il avait passé par les villes et les villages qu'on aurait à traverser pendant plusieurs jours, mais à pied, traînant des fers trop étroits, dont le poids et les blessures qu'ils occasionnaient faisaient de chaque pas une torture. Il est vrai que, mêlé à la foule de ses compatriotes transportés en Sibérie, il avait pu ne pas être remarqué, ce qui diminuait de beaucoup le danger. Il sentait aussi la nécessité de dissimuler ses inquiétudes pour ne pas causer au général et à Madame Dabrovine une agitation qui aurait pu éveiller les soupçons du feltiègre. « À quoi pensez-vous, Jackson ?» lui demanda le général, qui avait remarqué quelque chose des préoccupations de Roman. Roman. Je pense au feltiègre, monsieur le comte, et à l'agrément d'avoir un homme de police à ses ordres pour faciliter le voyage. Le général. Et vous avez raison, mon ami, plus raison que vous ne le pensez. C'est une protection de toutes les manières, quand il sait qu'il sera largement payé. Le général avait appuyé sur chaque mot en regardant fixement son jeune ami, qui le remercia du regard et chercha à reprendre sa sérénité habituelle. « Maman, entendez-vous les rires qu'ils font dans l'autre voiture » s'écria Natacha. « Quel dommage que nous ne puissions être tous ensemble. Madame Dabrovine.
Au premier relais tu pourras aller rejoindre Madame d'Erigny et tes frères, cher enfant. Natacha hésita un instant, secoua la tête. Non, dit-elle, je veux rester avec vous, maman, et avec mon oncle. Les éclats de rire et les chants continuaient à se faire entendre. C'était Alexandre et Michel qui apprenaient à Jacques et à Paul des chansons russes, que ceux-ci écorchaient terriblement, ce qui excitait la gaieté des maîtres et des élèves. Mais ce fut bien pis quand Madame d'Erigny se mit de la partie. Jacques, Paul, Madame d'Erigny rivalisaient à qui prononcerait le mieux, et Alexandre et Michel se roulaient à force de rire. Les voitures gravissaient une colline dans un sable mouvant, les chevaux marchaient au pas. Ils s'arrêtèrent tout à fait, la portière s'ouvrit, Natacha et Romane y apparurent, le visage de Natacha brillait de gaieté par avance. Romane souriait avec bienveillance. Natacha. Qu'est-ce qui vous amuse tant? Maman et mon oncle font demander de quoi vous riez. Alexandre. Nous rions, parce que nous nous sommes tous cognés et que nous nous sommes cassés la tête. Natacha, riant. Casser la tête. Et vous riez pour cela? Et vous aussi, ma bonne Madame d'Erigny? Madame d'Erigny. Oui, mademoiselle, mais avant il faut dire que nous avions pris une leçon de chant qui nous avait fort égayés. Natacha. De chant? Qui donnait la leçon? Qui la prenait? Madame d'Erigny. Nos maîtres étaient messieurs vos frères, les élèves étaient Jacques, Paul et moi. Natacha. Oh, comme j'aurais voulu l'entendre. Que cela devait être amusant. Je vous prie, maman, je peux aller avec eux? Demande Natacha à sa mère. Madame d'Abrevine. Mais, ma chère enfant, vous serez trop serrée, et pourtant vous ne pouvez pas rester dans cette berline sans Madame d'Erigny. Jackson, venant au secours de Natacha. Mademoiselle Natacha en a bien envie, madame, nous sommes bien graves pour elle. Madame d'Abrevine. Que faire, mon père? Faut-il la laisser aller? Le général. Laisse-la, cette pauvre petite. Comme dit Jackson, nous sommes ennuyeux à pleurer. Merci, mon bon monsieur Jackson, merci dit Natacha, c'est vous qui m'avez fait gagner ma cause. Je ne serai pas longtemps absente, dit-elle, je vous reviendrai au premier relais. Le général. Non, reste jusqu'à la coucher, cher enfant, je serai content de te savoir là-bas, gaie et rieuse. Tout le monde reprit leur place, et les voitures se remirent en marche. Natacha put se mettre au fond avec Madame d'Erigny. On ne fut pas longtemps sans éprouver les tortures de la faim. Dans le village où on dînait et où on couchait, Jackson reconnut une femme qui lui avait témoigné de la compassion lors de son passage avec la chaîne des condamnés, et qui lui avait donné furtivement un pain pour suppléer à l'insuffisance de la nourriture qu'on leur accordait. Cette rencontre le fit trembler. Puisqu'il l'avait reconnue, elle pouvait bien le reconnaître aussi et aller le dénoncer. Il épia les regards et la physionomie triste mais ouverte de cette femme. Elle le regarda à peine, et ne parut faire aucune attention à lui pendant les allées et venues que nécessitaient les préparatifs du repas et des chambres à coucher. On dîna assez tristement, chacun avait son sujet de préoccupation, et la gravité des parents rendit les enfants sérieux. La nuit fut mauvaise pour tous, les souvenirs pénibles, les inquiétudes de l'avenir, les lits durs et incommodes, l'abondance des taracanes, affreux insectes qui remplissent les fentes des murs en bois dans les maisons mal tenues, tous ces inconvénients réunis tinrent réveiller les voyageurs, sauf les enfants, qui dormirent à peu près bien. Le jour vint, il fallut se lever. Chacun était plus ou moins fatigué de sa nuit, excepté les enfants, qui dorment toujours bien partout, et Natacha, qui, sous ce rapport, malgré ses 16 ans, faisait encore partie de l'enfance. Les toilettes furent bientôt faites, on se réunit pour déjeuner. d'Erigny avait préparé thé et café selon le goût de chacun. Le général était sombre, il avait embrassé nièce et neveu, et serré la main à son ami Romane, mais il n'avait pas parlé et il gardait encore un silence absolu. Grand-père, dit Natacha en souriant. Le général parut surpris et touché. Grand-père, voulez-vous venir avec nous à la place de Madame d'Erigny, dans la seconde voiture? Comment veux-tu que je tienne, en 6e, dit le général, se déridant tout à fait. Natacha. Oh. J'arrangerai cela, grand-père. Je vous mettrai au fond, moi près de vous. Le général. Et puis? Que ferais-tu des 4 gamins? Natacha. Tous en face de nous, grand-père. Ce serait très amusant, nous verrions tout ce qu'ils feraient, et nous ririons comme hier, et nous vous ferions chanter avec nous, c'est ça qui serait amusant. Le général se trouva complètement vaincu, il partit d'un éclat de rire, toute la table fit comme lui,
le général prenant une leçon et chantant parut à tous une idée si extravagante, que le déjeuner fut interrompu et qu'on fut assez longtemps avant de pouvoir arrêter les élans d'une gaieté folle. Tout a une fin, la gaieté comme la tristesse, les rires se calmèrent, chacun reprit son déjeuner refroidi et chercha à regagner le temps perdu en avalant à la hâte ce qui restait de sa portion. Quand tout le monde eut fini, on courut prendre ses affaires, et en quelques instants on fut prêt. Le général passa le premier, sa nièce et les enfants suivaient, Roman était un peu en arrière, il se sentit arrêté par le bras, se retourna et vit la femme qu'il avait reconnue la veille, tenant à la main un pain semblable à celui qu'il avait reçu d'elle 3 ans auparavant. Elle le lui présenta, lui serra la main et lui dit en polonais. « Prends au retour ce que je t'avais donné en allant. Que Dieu te protège et te fasse passer la frontière sans être repris par nos cruels ennemis. Ne crains rien, je ne te trahirai pas. Roman. Comment t'appelles-tu, chère et généreuse compatriote, afin que je mette ton nom dans mes prières? La servante. Je m'appelle Maria Feniska. Et toi? Roman. Prince Roman Pajarski. La servante. Que Dieu te bénisse. Ton nom était déjà venu jusqu'à moi. Laisse-moi baiser la main de celui qui a voulu affranchir la patrie. Roman releva Maria à demi agenouillée devant lui, et, la prenant dans ses bras, il l'embrassa affectueusement sur les 2 joues. Adieu, Maria Feniska, je ne t'oublierai pas. Silence, on vient. Maria s'échappa et rentra dans la maison. Roman monta dans la berline du général et de Madame d'Abrowin. Natacha avait voulu y monter aussi, mais on l'avait renvoyée. Le général. Va-t'en rire là-bas, mon enfant, tu t'accommodes mieux de leur gaieté que de notre gravité. Natacha. Mais vous allez vous ennuyer sans moi? Le général. Tiens. Quel orgueil à mademoiselle. Tu me crois donc si ennuyeux que ta mère et Jackson ne puissent se passer de toi, et que ta mère et Jackson ne soient pas capables de me faire oublier ton absence? Va, va, orgueilleuse, je te mets en pénitence jusqu'au dîner. Natacha. Pas avant de vous avoir embrassé, grand-père, et maman aussi. Adieu, monsieur Jackson. Le général et Madame d'Abrowin interrogèrent Roman du regard. Profitant des chaos de la voiture, il réussit à expliquer en quelques mots la cause de sa pâleur et de son trouble. Le général fut inquiet de la mémoire extraordinaire de cette femme. D'autres pouvaient également reconnaître Roman, et il résolut de ne plus coucher et de voyager jour et nuit jusqu'au-delà de la frontière russe. Quand on s'arrêta pour déjeuner, le général alla se promener sur la grande route avec sa nièce et Roman, pendant que les 4 garçons et Natacha allaient en avant et jouaient à toutes sortes de jeux. Roman put enfin leur raconter en détail ce qui lui était arrivé à la première couchée, et le général leur fit part de sa résolution de voyager jour et nuit, et de s'arrêter le moins possible. Madame d'Abrowin devait se plaindre tout haut devant le Feltiègre de la fatigue de la dernière nuit. Roman ferait des représentations sur les inconvénients bien plus grands d'un voyage trop précipité. Le général trancherait la question en disant que la santé de sa nièce passait avant tout, et, pour mettre le Feltiègre dans ses intérêts, il lui dirait que, vu la fatigue plus grande qu'il aurait à supporter, il lui payerait les nuits comme double journée. Tout se passa le mieux du monde, la discussion commença à déjeuner, le général fit semblant de se fâcher, Roman dit qu'il n'avait qu'à obéir, le Feltiègre fut content de ce nouvel arrangement qui rendait ses nuits plus profitables que ses journées. Natacha et les enfants furent enchantés de voyager de nuit. Les Derigny partagèrent leur satisfaction parce qu'ils arriveraient plus tôt au bout de leur voyage et parce que le général avait trouvé moyen d'expliquer à Derigny pourquoi il se pressait tant. Au relais du soir, on dîna, chacun s'arrangea pour passer la nuit le plus commodément possible. Roman était monté dans la berline de ses élèves, cédant sa place à Madame Derigny. On fit aux femmes et aux enfants une distribution d'oreillers. Natacha reprit sa place dans la berline de sa mère et de son oncle, et commença avec ce dernier une conversation aussi gaie qu'animée pour lui faire accepter son oreiller, qui la gênait, disait-elle, horriblement. Si vous persistez à me refuser, grand-père, je ne vous appellerai plus que mon oncle et je donnerai mon oreiller au Feltiègre. Cette menace fit son effet, le général prit l'oreiller, que Natacha lui arrangea très confortablement. Là. À présent, grand-père, bonsoir, dormez bien. Bonsoir, maman, bonne nuit. Natacha se rejeta dans son coin et ne tarda pas à s'endormir. Ses compagnons de route en firent autant. Dans l'autre berline, on commença, par se jeter les oreillers à la tête et par rire, comme la veille. Mais le sommeil finit par fermer les yeux des plus jeunes, puis des plus grands, puis enfin ceux de Roman. De cette voiture, comme de la première, ne sortit pas le plus léger bruit jusqu'au lendemain. On ne commença à s'y remuer que lorsque les voitures s'arrêtèrent et qu'un mouvement bruyant à l'extérieur tira les voyageurs de leur sommeil.
Le soleil brillait déjà et réchauffait le pauvre Derigny, engourdi par le froid de la nuit. Natacha baissa la glace, mit la tête à la portière et vit qu'on était à la porte d'une auberge. Le Feltiègre était à la portière, attendant les ordres du général, qui ronflait encore. « Où sommes-nous ? » « Que demandez-vous, Feltiègre » dit Natacha à voix basse et avec son aimable sourire. « Le Feltiègre. »« Natalia Dmitrievna, je voudrais savoir si on s'arrête ici pour prendre le café et se reposer un instant. » Natacha. « Moi, je ne demande pas mieux, j'ai faim et j'ai les jambes fatiguées, mais mon oncle, maman et madame Derigny dorment. »« Ah. Voici monsieur Jackson. Faut-il descendre ? Qu'en pensez-vous ? Jackson. Si vous êtes fatiguée, mademoiselle, et si vous avez faim, la question est décidée. Natacha. Il ne faut pas penser à moi, il faut penser à mon oncle et à maman. Pour toute réponse, Jackson passa son bras par la glace baissée et poussa légèrement le général, qui s'éveilla. Natacha. Pourquoi éveillez-vous, grand-père ? C'est mal à vous, monsieur Jackson, très mal. Le général parut surpris. Roman. Monsieur le comte, faut-il s'arrêter ici pour déjeuner ? Le Feltiègre attend vos ordres. Mademoiselle Natalia a faim et elle a mal aux jambes, ajouta-t-il en souriant. Le général. Alors arrêtons, arrêtons. Que diantre. Je ne veux pas tuer ma pauvre Natacha. Et puis, ajouta-t-il en riant, moi-même je ne serais pas fâché de manger un morceau et de me dégourdir les jambes. Ouvrez, Feltiègre. La portière s'ouvrit. Natacha et Roman aidèrent le général à descendre posément et, après lui, madame d'Abrevine, que Natacha avait embrassée et mise au courant. La seconde berline, de laquelle sortaient des voix confuses entremêlées de rire, se vida également de son contenu. Natacha les interrogea sur leur nuit. Ils racontèrent leur bataille d'oreiller, dirent bonjour à leur mère, à leur oncle et à madame Derigny. Et firent une invasion bruyante dans l'auberge, déjà prête à les recevoir. Madame Derigny, en causant avec son mari, dont elle avait été préoccupée toute la nuit, apprit avec chagrin qu'il avait souffert du froid à la fin de la nuit, malgré châle et manteau. Derigny plaisanta de ses inquiétudes et assura que devant Sébastopol il avait bien autrement souffert du froid. Madame Derigny, avant de se rendre près de madame d'Abrevine et de Natacha pour aider à leur toilette, trouva moyen de dire à l'oreille du général que Derigny avait eu froid la nuit, mais qu'il ne voulait pas en parler. « Merci, ma bonne madame Derigny, dit le général, soyez tranquille pour la nuit qui vient, il n'aura pas froid, envoyez-moi le Feltiègre. » Le Feltiègre ne tarda pas à arriver. « Courez dans la ville, Feltiègre, et achetez-moi un bon manteau de drap gris, bien chaud et bien grand. Payez ce que vous voudrez, le prix n'y fait rien. » Au bout d'une demi-heure, le Feltiègre revenait avec un manteau de drap gris, doublé de renard blanc et de taille à envelopper le général lui-même. « Combien ? dit le général. 500 roubles, répondit avec hésitation le Feltiègre, qu'il avait eu pour 300. D'où vient-il ? D'un juif, qu'il a acheté il y a 3 ans, à un Polonais envoyé en Sibérie. Tenez, voilà 600 roubles, payez et gardez le reste. Quand le Feltiègre alla faire atteler. Jackson, mon ami, dit le général, je veux faire une surprise à Derigny. Prenez ce manteau et mettez-le sur le siège de la voiture. Jackson s'approcha du canapé, où était le manteau et voulut le prendre, mais à peine l'eut-il regardé, qu'il pâlit. Le général seul s'aperçut de ce saisissement. Quoi ? Qu'est-ce, mon ami ? Roman, mon ami, réponds. Je t'en supplie, qu'est-ce que tu as ? Roman. C'est mon manteau que j'ai vendu en passant ici, prisonnier, enchaîné, forçat. L'effroi était passé, je l'ai vendu à un juif, ajouta à voix basse Roman encore tremblant d'émotion à ce nouveau souvenir de son passage. Le général. Remets-toi, courage, mon ami. Si on te voyait ainsi ému, la curiosité serait excitée. Craignant d'avoir été vu par les enfants, qui jouaient au bout du salon, il leva les yeux et rencontra le regard inquiet et triste de Natacha, qui l'examinait depuis longtemps. La pâleur de Roman devint livide. Natacha s'approcha de lui, prit et serra sa main glacée. « Mon cher monsieur Jackson, dit-elle à voix basse, vous êtes inquiet ? Vous craignez que je ne parle, que je n'interroge ? Vous avez un secret pénible, je le devine, enfin. Mais, soyez sans inquiétude, jamais je ne laisserai échapper un mot qui puisse vous compromettre. Cher enfant, vous avez toute ma reconnaissante amitié et toute mon estime, répondit de même Roman. Le général la serra dans ses bras. Partons, dit-il, allons, porter ce grand manteau à Derigny.
Tenez, mon ami, dit le général à Derigny, voilà de quoi vous réchauffer la nuit qui vient. Mon général, vous êtes trop bon, et ma femme est une indiscrète, répondit Derigny en souriant. Et il salua respectueusement le général en menaçant sa femme du doigt. Le voyage continua gaiement et heureusement jusqu'à la frontière, où les formalités d'usage s'accomplirent promptement et facilement, grâce à l'intervention du Feltiègre, qui devait recevoir sa paye quand la frontière serait franchie. La générosité du général dépassa ses espérances, le passeport anglais non visé de Jackson aurait souffert quelques difficultés sans les ordres et les menaces du Feltiègre. C'est pourquoi la bourse du général s'était ouverte si largement pour lui. Au premier moment qui suivirent le passage de la frontière, personne, dans la première berline, ne dit un mot ni ne bougea. Mais, quand Roman et le général furent bien assurés de l'absence de tout danger, le général tendit la main à son jeune ami. « Sauvé, mon enfant, sauvé, dit-il avec un accent pénétré. « Cher et respectable ami, dit Roman en se jetant dans les bras du général, qui le serrait contre son cœur et qui essuyait ses yeux humides. « Cher comte, cher ami, reprit Roman en se rejetant à sa place le visage baigné de larmes, pardonnez, oh. Pardonnez-moi ces larmes indignes d'un homme. Mais j'ai trop souffert pendant ce voyage, trop. Trop. Je suis à bout de force. » Madame d'Abreville émue aussi, elle pleurait. Natacha, stupéfaite, regardait, écoutait et ne comprenait pas. « Maman, dit-elle, maman. Qu'est-ce? Pourquoi pleurez-vous? Qu'est-il arrivé à ce pauvre monsieur Jackson? » Pauvre, dit heureux comme un roi, ma chère, excellente enfant, s'écria Roman en serrant le bras de Natacha à la faire crier. Pardon, pardon, ma chère demoiselle, je ne sais plus ce que je dis, ce que je fais. Pensez donc. Ne plus avoir en perspective cette Sibérie, enfer des vivants. Ne plus avoir d'inquiétude pour vous tous, que j'aime, que je vénère. Me trouver en sûreté. Et avec vous. Près de vous. Libre, libre. Plus de Jackson. Plus d'Angleterre. La Pologne. Ma mère, ma sainte, ma catholique patrie. Comprenez-vous ma joie, mon bonheur? Cher enfant, vous qui êtes si bonne, réjouissez-vous avec moi. La surprise de Natacha redoublait. Ses grands yeux bleus, démesurément ouverts, se portaient alternativement sur Roman, sur sa mère, sur son oncle. Polonais, dit-elle enfin. Polonais. Vous, Polonais. Vous qui vous fâchiez quand on vous appelait Polonais. Roman. Je ne me fâchais pas, mademoiselle, je tremblais d'être découvert, et votre pitié pour mes chers compatriotes m'attendrissait jusqu'au fond de l'âme. Natacha. Je ne comprends pas très bien, mais je suis contente que vous soyez polonais et catholique, c'était une peine pour moi de vous croire anglais et protestant. Le général. Tu vas comprendre en 2 mots, ma Natacha chérie. Je te présente mon ami, mon ancien aide de camp en Circassie, mon sauveur dans un rude combat, le prince Roman Pajarski, échappé de Sibérie où il travaillait aux mines depuis 2 ans, accusé d'avoir conspiré pour la Pologne contre la Russie. Natacha sauta de dessus sa banquette, fixa des yeux étonnés sur le prince Pajarski, qui les voyait se remplir de larmes, puis elle se détourna, cacha son visage dans ses mains et éclata en sanglots. Natacha, mon enfant, dit la mère en l'attirant dans ses bras, calme-toi, pourquoi ces larmes, ces sanglots? Natacha. Oh. Maman, maman. Ce pauvre homme. Ce pauvre prince. Comme il a souffert. C'est horrible. Horrible. Et moi qui le traitais si familièrement. J'ai dû le faire souffrir bien des fois. Roman. Vous, cher enfant? Vous avez été ma principale joie, ma plus grande consolation. Vraiment, dit Natacha en relevant la tête et en le regardant d'un air joyeux. Je vous remercie de me le dire, et je suis bien contente d'avoir un peu adouci votre position. Et ses larmes recommencèrent à couler. Le général. Ne pleure plus, ma Natacha. Le voilà heureux, tu vois bien, et nous aussi, nous sommes tous libres et heureux. Après quelque temps donné aux émotions de ce grand événement, chacun reprit son calme, et Natacha demanda au prince Roman des détails sur son arrestation, sa condamnation, ses souffrances en Sibérie et sa fuite. Pendant que ces événements s'expliquent, nous retournerons à Gromiline, et nous ferons une visite à madame Papovski.